Bonjour tout le monde, merci de votre présence, merci aussi bien aux journalistes qui ont accepté notre invitation que nos chers invités, ainsi qu'au docteur Anouar Ibrahim et à son Excellence Pierre Lafrance. Anouar Ibrahim, comme vous le savez, est un homme engagé aussi bien sur le plan de la réflexion en tant qu'universitaire, mais également un homme engagé sur le terrain en tant qu'homme politique, d'abord dans son pays, la Malaisie, où il a eu la charge de diriger un certain nombre de ministères. Il a été notamment le ministre des Finances à l'époque de la grande crise financière de 1997. Il a assumé également la charge de vice-premier ministre en Malaisie. Il est toujours actif sur le plan politique en Malaisie, où il est candidat. Et puis, il est également actif sur le plan international, où il assume la charge d'un certain nombre d'organisations, d'instituts. Il est membre notamment de l'Institut international de la pensée islamique. Il est donc assez engagé sur la scène internationale, sur la scène arabe, sur la scène islamique. Et par ailleurs, il a eu à participer à un certain nombre de travaux de recherche sur la question du développement, donc les problématiques du développement, de démocratie, de liberté publique. Il a été lui-même victime dans son pays d'un certain nombre de, comment peut-on appeler cela, d'un certain nombre d'actions publiques. Donc il s'y connaît en matière des questions de liberté publique et de liberté individuelle. La question que nous sommes posées depuis quelques mois, notamment pour ceux d'entre vous qui ont assisté à notre dernière rencontre sur le printemps arabe et les discours européens sur le printemps arabe, avec notamment Pierre Lafrance. Je rappelle que Pierre Lafrance, naturellement, vous le connaissez, il est absolument, il n'a absolument pas besoin d'être présenté. Ancien ambassadeur au Pakistan, ancien ambassadeur en Iran, ancien ambassadeur en Mauritanie, ancien chargé d'affaires en Arabie Saoudite, arabisant, islamisant, persanisant, germaniste. Il a publié un certain nombre d'ouvrages. Il est membre du comité académique de l'Académie de géopolitique de Paris. Il est également traducteur. Il a traduit un certain nombre d'ouvrages, notamment de l'arabe et du persan en français. Je disais donc qu'avec Pierre Lafrance, entre autres, nous avions organisé ce colloque au sujet de la perception qu'on peut avoir en Europe de ce que nous avons, de ce qui a été appelé le printemps arabe. Maintenant, la question que nous posons aujourd'hui, que nous allons poser tout à l'heure lors de la rencontre du Sénat, mais que nous allons poser avec vous ici, c'est celle de l'impact de ce qui a été appelé le printemps arabe, son impact dans le monde musulman. Je le rappelle au passage, le monde arabe représente à peu près 15 à 18% du monde musulman. Les réalités musulmanes sont multiples, diverses, évidemment, allant du Sénégal, du Nigeria, du Niger, enfin de l'ensemble des pays francophones musulmans, passant par le monde arabe jusqu'en Asie centrale, jusqu'en Asie centrale, c'est-à-dire les ex-républiques soviétiques, mais aussi jusqu'au Pakistan, mais aussi jusqu'à l'Inde, mais aussi jusqu'à l'Indonésie et la Malaisie. Donc c'est une réalité extrêmement multiple et variée. Et il est très difficile de l'aborder sous un seul paradigme ou sous un seul angle. Mais il se trouve malgré cela que désormais le concept printemps arabe a acquis une certaine autonomie et il est mis à contribution dans différents pays, aussi bien en Amérique latine qu'en Amérique du Nord, qu'en Asie. Anouar Ibrahim, qui a travaillé aussi bien, je le disais tout à l'heure, sur le plan de la réflexion que sur le plan de l'action, dans son pays, donc en Asie, mais également qui s'y connaît assez bien pour ce qui concerne les pays arabes, ayant lui-même participé à un certain nombre de travaux de recherche portant sur le monde arabe, et qui a été amené à intervenir à maintes reprises sur la question du printemps arabe, dont par ailleurs il conteste partiellement l'appellation. Donc ce sera évidemment aujourd'hui notre principal invité pour nous entretenir et pour probablement répondre à vos questions, observations, remarques sur cette question de printemps arabe et son effet islamique, d'autant plus que la question que nous abordons est un peu ambivalente, puisque la question islamique peut s'aborder sous l'angle des mouvements dits islamiques dans le monde arabe, et donc le probable
dominant islamique dans les régimes issus des révolutions arabes, du moins c'est ce que les journalistes ont tendance à supposer ou présupposer, et la question de l'influence de cela dans le reste du monde musulman, qui est une question probablement connexe, mais qui est quand même une question différente. Docteur Anwar Ibrahim. Merci beaucoup, Pedi Abnou, and Excellence Ambassador, ladies and gentlemen. Yes, thank you. And I'll be very brief, just a few minutes, so that I can entertain questions, the difficult ones. The ambassador will reply. I will respond to the easier questions. Now, a lot of discussions and discourse on the recent development and phenomenon called Arab Spring, Rabi' al-Arabi. Although many Muslims are talking about Arab awakening or Thawrah Sha'ab, or the people's uprising. Notwithstanding the terms applied, this is of course not a new trend in the Muslim world. The Indonesians, the largest Muslim country in the world, transformed itself after 5 decades of dictatorship into a vibrant, formidable, institutional democracy. Turkey, after the military rule, has now emerged vibrant not only politically as a democracy, but a strong economy. Now, we have been joined now by the latest uprising, terms of the Arab Spring. Now, to me, it is, of course, a welcome development. If you use and concern by the region itself, or from the region itself, there's a basic question here. Who decides and determines the language of discourse? Washington, London, Paris, or Cairo, Tunis, Benghazi, or Tripoli? Now, if you look at from the emergence of the awareness of the people themselves, then we have to at least be fair in ensuring that the decision must be seen in the context of the demand of the people themselves. And if you see that in that context, I would suggest clearly that this is a phenomenal development. If you live in Egypt under the dictatorship of Mubarak and the earlier regimes, or in Tunisia under Ben Ali, then you realize the meaning of hurriya and freedom. I understand that the French see Tunisia as one of the great tourist destinations. So they want the stability and order. Any change would disrupt their interest to see Tunisia as a tourist destination. But mind you, for the Tunisians, for human dignity, then what has taken place is certainly a welcome sign. Now, whether it's seen to be slightly traumatic, instability, economic hardships, this is quite understandable in any systemic change. You are talking about systemic change. Law, media, security, foreign affairs, everything need to be transformed under a democratic regime. So my position is, of course, to welcome, to negotiate, to continue our conversations, and not to be clouded by the dictate of what the West want, or what Europeans want, or what Americans want. I think for once, let us see what the people themselves want. Now, at least for now, you know, given a choice, they would want freedom. Given a choice, they would want liberty. They want economic advancement, good education, public health. And this is, I think, very much
in line with at least the universal construct of what freedom and justice mean. I will rest my case for now and would welcome discussions. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you, Dr. Anwar Ibrahim. Monsieur pour la France. Bon, je ne sais pas si je suis audible. Oui, j'espère être audible. Je suis bien sûr tout à fait de l'avis du docteur Ibrahim. Il s'agit dans ce débat que nous avons entre nous d'essayer de comprendre quelle est la volonté réelle des populations concernées et bien sûr de la respecter. Je ne veux pas employer trop souvent le mot de démocratie. La démocratie est une œuvre difficile, fragile, au résultat toujours mal connu, incertain. Il ne faut pas trop en parler. Mieux vaut parler surtout du droit des peuples à voir leur dignité respectée, du droit des peuples à être consultés dans la manière dont ils sont gouvernés, du droit des peuples à se reconnaître dans leurs gouvernants, et enfin de leur droit à plus d'équité, plus d'égalité dans la répartition des richesses et des moyens de production. Je crois que ce sont ces droits qui ont été effectivement revendiqués par les différents mouvements que M. Anwar Ibrahim a fort bien qualifiés et que l'on a désignés de diverses manières. Le mot de printemps vaut ce qu'il vaut. Il a survécu dans les usages. Alors, prenons-en notre parti. Et je suis tout à fait d'avis de reconnaître que ce mouvement n'est pas propre au monde arabe, mais l'est aussi au monde musulman, dont le monde arabe fait partie. Alors, les points sur lesquels je voudrais juste insister, c'est tout d'abord le caractère très spécifique des systèmes étatiques européens qui résultent d'un processus historique très long et très complexe. Il s'agit donc d'une histoire en train de se faire. Cela a commencé au Moyen-Âge. Bien sûr, au Moyen-Âge, dès l'instant, et ça a été démontré par des auteurs récents, par des chercheurs récents, hein, comme Jean-Philippe Genet, et un petit peu auparavant par Gérard Fossier, il y eut des mouvements spontanés d'hommes libres au moment même où se mettait en place le système hiérarchique féodal. Ces mouvements spontanés d'hommes libres donnèrent lieu, d'une part, à des instances judiciaires et, dans le cas de l'Angleterre législative, que sont les parlements. Et cela, dès le XIIe siècle. Il y eut, de façon spontanée, des associations paysannes qui elles-mêmes constituèrent des paroisses que Nolens-Volens, le clergé, dut doter de curés. Donc ce ne sont pas les évêques qui ont imposé les paroisses au peuple, c'est le peuple qui les a prises en quelque sorte en main, qui les a suscitées.
Et il s'agissait de se mettre ensemble sous la protection d'un saint patron, d'où le nom en France de la plupart de nos communes qui toutes relèvent d'un saint, et on leur fête patronage le jour où en général la mort ou le martyre de ce saint est célébré. Donc il y a eu les paroisses et enfin il y a eu les communes. Et les communes ne se sont pas faites sans réticence, sans protestation, notamment de la part des pouvoirs établis qui étaient la noblesse et le clergé. Et les communes ont fini par s'imposer et par devenir des lieux autonomes d'organisation administrative, de pouvoir réglementaire, et cela par la concertation et la solidarité. Les habitants, les animateurs de ces communes, on les appelait dans certaines régions des bourgeois, dans d'autres régions on les appelait des citoyens. Bon, nous savons que c'est l'idéal bourgeois du haut Moyen-Âge, c'est-à-dire du XIIIe siècle, a été trahi et que de riches bourgeois sont devenus assez vite, disons, des possédants soucieux de perpétuer leur fortune et rompant les liens de solidarité traditionnels avec les compagnons et les apprentis, voulant imiter les nobles. Cela est connu, ça a été décrit, redécrit, mais il demeure que cet idéal bourgeois, bien que trahi à plus d'une reprise, s'est perpétué dans des traditions des monarchies européennes et singulièrement françaises, et que cela a permis l'émergence du tiers-État en tant que force politique. Et cela, notamment, lors de la première Révolution française et des révolutions successives du XIXe siècle. Donc, il y a là, dans notre système d'État, dans lequel le peuple est représenté, un processus relevant d'une histoire qui nous est propre. C'est un processus qu'il est difficile de transmettre à des populations ayant une histoire autre. Certes, tout cela s'est fait initialement au nom de la religion. Et puis, l'Europe ayant connu les guerres de religion, ayant connu les inconvénients de l'intrusion du clergé dans les affaires publiques et dans la vie politique, on en est venu à établir le principe de la laïcité. Mais initialement, tout cela s'est fait en toute religiosité. Pour ce qui est du monde musulman, on a affaire à une évolution qui est tout autre, qui est presque l'inverse. Nous sommes passés lentement, péniblement, de la période des grandes invasions, et donc de la recrudescence de la barbarie et de la brutalité, à quelque chose représentant une forme de civilisation. Cela a été laborieux. Pour ce qui est du monde musulman, il s'est trouvé que les Arabes venus d'Arabie ont tiré le maximum de profit de leur patrimoine pré-islamique, et cela tout en prêchant l'islam.
il ne faut pas négliger la profondeur de la culture arabe antérieure à la révélation coranique. C'est donc en nouveaux dirigeants entendant libérer les forces créatives dans les espaces qu'ils occupaient que ces conquérants arabes ont agi. Les grandes époques, la grande époque de cette civilisation, de cette forme de civilisation que nous appelons islamique, évidemment, fut l'époque des débuts, donc des 8e, 9e, 10e siècles. C'est l'époque où, finalement, des classes sociales de producteurs, de marchands, se reconnaissaient dans les catégories intellectuelles qui pensaient la vie et qui pensaient la religion. Cet accord entre la population et ses élites intellectuelles, tout cela sous la bénédiction des premiers gouverneurs des grands califes, d'abord omeyyades et ensuite abbassides, a conduit, comme on le sait, à cette extraordinaire efflorescence de pensée et de science. Alors, je ne vais pas citer toute la litanie des grands noms, depuis Ibn Muqaffa en passant par El-Kindi jusqu'à Avicenne, mais il est sûr, il est évident que tout le patrimoine d'Antioche, d'Alexandrie et du monde iranien, de Ctésiphon, tout cela a été fécondé par l'apport arabe. Il y a eu des découvertes majeures, importantes, notamment dans le domaine de l'astronomie, dans le domaine des mathématiques, et de la médecine. N'oublions pas à cet égard le rôle d'Avicenne, qui n'était pas seulement philosophe, mais qui était aussi poète mystique, et qui était aussi, et surtout, médecin. Le grand, c'est lui qui a quand même fait la grande synthèse de toutes les connaissances médicales de son époque. Donc, une énorme avancée, donc un grand âge classique qui a marqué le début d'une histoire. Et ce grand âge classique s'est par la suite contracté, c'est par la suite réduit, et c'est ensuite délité. Pourquoi ? Parce que sont venues les grandes invasions. Donc, l'évolution était un petit peu inverse de celle que nous avons connue en Europe. On a commencé par le grand âge classique. Ce grand âge classique a duré longtemps, enfin, a eu des séquelles, des héritages assez tard dans l'histoire. Et dans le dernier livre que j'ai publié, j'essaye de montrer à quel point l'humanisme musulman était réel et vivant dans les années 1070, dans des régions désertiques. Donc, il y a eu un grand humanisme musulman qui, petit à petit, sous l'effet des menaces dont l'identité de ces pays souffrait du fait de toutes les invasions successives, s'est raidi et a permis, favoriser le développement de conceptions religieuses fermées et disciplinaires, s'interdisant
toute audace de pensée, ou se méfiant de toute audace de pensée, érigeant les traditions en vérités immuables, ce qui était contraire à l'esprit même de l'islam, enfin et surtout abandonnant peu à peu toutes les recherches de caractère philosophique, scientifique et même sociologique, comme ça avait été le cas à l'époque d'Ibn Khaldoun, qui avait pu faire la gloire du grand âge classique arabe. Est venu le contact avec l'Occident et, pour résumer, je n'ai plus beaucoup à parler, je veux beaucoup plus de temps à parler, parce que nous allons engager un dialogue. On ne peut pas dire qu'il y ait eu en Occident, de la part de l'Occident, une espèce de solidarité bourgeoise, c'est-à-dire d'encouragement aux classes moyennes qui pouvaient être représentatives des vœux, des aspirations de la population. On a, dans la mesure où nous avions de l'influence, ou nous exercions un pouvoir sur les populations de ces régions, nous autres Européens, nous avons favorisé au contraire l'émergence de féodalités qui tendaient à scléroser les sociétés et qui empêchaient précisément un mouvement semblable à celui que nous avions connu à travers le Moyen-Âge et les temps modernes de se manifester dans le monde arabe. Les Arabes, comme les autres musulmans, sont restés finalement très attachés à la religion comme bouée de sauvetage de leur identité. La religion participe de leur être au monde. Il leur est difficile de s'exprimer dans un langage autre que religieux. Sinon, on en vient à une forme de schizophrénie. Il est difficile de calquer sur ces sociétés du monde arabe et du monde musulman des modèles qui soient issus de l'Europe, parce que ces modèles ne peuvent jamais être entièrement compris. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'en Turquie, ce renouveau auquel on a assisté a marqué aussi le recul du kémalisme en tant qu'il imposait à la société turque une forme de modernisme laïque à laquelle elle n'était pas spirituellement ni intellectuellement préparée. Il faut donc bien reconnaître que dans leurs aspirations à la liberté, à l'équité, à l'indépendance, ces populations vont s'exprimer en usant du langage musulman. Et alors là, et c'est là que je vais terminer, là, le défi est immense, parce que dans les conditions actuelles, l'islam en tant que religion est mise en demeure d'émettre un discours universaliste qui puisse inspirer les principes généraux du droit, principes eux-mêmes destinés à établir l'état de droit dont vont dépendre les gouvernants. Et c'est un défi immense. Cela demande une sorte de retour aux sources créatives des premiers âges de l'islam en tant que civilisation. Et je crois
comme cela a été suggéré dans le titre même de notre rencontre, qu'il ne peut pas y avoir de printemps arabe s'il n'y a pas aussi un printemps islamique. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel de ma pensée. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Donc maintenant la parole est à vous, bien entendu. Quelqu'un me faisait signe. Je suis parti. En général, on est plutôt confronté à l'inverse. Je vous en prie. Bon, voilà, je me présente. Je m'appelle Diata Samba Diop. Je suis journaliste mauritanien. Bon, je voudrais savoir pourquoi on associe toujours printemps arabe à printemps islamique. Si on sait que dans certains pays comme l'Égypte, d'autres communautés ont participé au mouvement de protestation. Merci beaucoup. Well, we don't need to associate the Arab Spring necessarily with the Islamic or Muslim Spring. I mean, that's why I use the term Arab Awakening, or even Thawra Sha'ab, which is people's uprising or revolution. Now, relevance to the Muslim world because they are majority Muslim countries. But as you've seen in Tunisia or Egypt in particular, not only Muslims participated, but Christians do participate. And therefore, it is very important to see this as a national uprising, people expressing their disgust against endemic corruption, authoritarian rule, denial of basic rights of freedom and democracy. I mean, I agree with the ambassador. I mean, of course, it's a media conference. I don't intend to give a lecture on the subject. But then what is important is when we use the term democracy, it entails freedom. It entails human dignity. You don't need to read the American text. You should read Tocqueville's, Alexis de Tocqueville's Democracy in America, which takes a French scholar to understand democracy in America better than many Americans. Tribute to the French, although the French do not necessarily practice it. But my point is, why is it relevant to the Muslim world? Because what happened in the Arab world has its ramifications. People see why is it in these countries, which is considered to be, very difficult, the last to see any change. You can find very few countries in the world that could tolerate that long a dictatorship as you see it in the Middle East. So Asia is not an exception. You have North Korea. Africa is not an exception. But then I think it has its relevance here. So I wrote earlier about the development in Tunisia, but then the Tunisian experience in terms of the larger Muslim world has a more limited influence. But the change in Egypt clearly has larger ramifications because invariably Egyptians, through Azhar, through the historical antecedents, have much more contact with the Muslim world. India, Pakistan, Indonesia, Malaysia, for example, every district, without exception, will have either a qadi, an imam, or student coming back from Cairo or Alexandria. So that's why it is in that context. But finally, it is not just change what constitute, what the elements, the essence, the characteristics of that change or revolution. Everyone clamor for reform and freedom. Everyone wants economic justice. Yes, market economy, yes, growth. But you can't have disconnect. You can have major tourism success in Tunisia when you have this glaring Gini coefficient between the very rich and the very poor. You can't have Egypt enriching the family and cronies of Hosni Mubarak and letting the vast majority living in abject poverty. So that is what is seen to be relevant.
it is, in fact, a relevant subject here, not only to talk about Arab Spring and the Muslim Spring, but Arab Spring and Occupy Wall Street. Because here you have a bastion of people clamoring for reform and democracy. And there you have people already democratic, well, in inverted commas, but expressing their disillusionment because of the rising gap between the very rich and the very poor, and institutions of governance having complicity with the crime of corruption and also oppression of the poor. So I encourage my colleagues in the Middle East, for example, in most of my meetings with them, I said, yes, we support the clamor for reform, but yes, learn from the excesses of these countries in the West, and particularly in the United States, so that we don't repeat the mistakes and the excesses. Having said that, I am still for reform and democracy and distributive justice in terms of economic gains. Thank you. J'aimerais ajouter un tout petit chose. Je voudrais juste ajouter que dans un pays comme l'Égypte, par exemple, il est évident que le droit sur lequel l'État doit se fonder ne peut qu'être un droit également applicable aux musulmans et aux coptes. Donc, il s'agit pour l'islam de trouver dans ses ressources intellectuelles et spirituelles des formules permettant d'énoncer des principes de droit qui permettent d'assurer l'égalité de l'ensemble des citoyens d'une même nation, quelle que soit leur appartenance religieuse. Donc, il s'agit de sortir du système de la dhimma. Voilà. Et ce n'est pas facile. C'est pour ça que j'ai parlé d'un nécessaire printemps islamique. Voilà. C'est un exemple, hein, mais il y en a d'autres. Thank you. Joan Shore, Huffington Post. Do you believe that it is truly possible for a democracy to exist in Islamic countries as long as Islamic law is also civil law? Because as we know, Islamic law does not grant equal rights to everybody, to women, for example. How can that be overcome? Thank you. Very pertinent question. Thank you. Now, let us look at the facts. In 1955, the largest Muslim country in the world, Indonesia, conducted what is termed as somewhat a free, fair elections. Okay? They chose democracy. They decided that Islam is relevant, but it cannot compel others. They promote gender equality and basic rights for Muslims, the minority Christians, and Hindus. Now, the elections in Indonesia in 1955, my colleague Al Gore of the United States suggests, is fairer and cleaner than the elections for the presidency of the United States in 2000 in Florida. So do not underestimate that change. Iran under Mossadegh, Iraq earlier, the attempt for democracy was sabotaged to a large extent by the oil companies and the CIA and the British intelligence. The French were involved, but some other countries. But so I think it is important to accept that this is not an academic or theoretical construct. Given a choice, people would choose still a democracy. Now, of course, you have Turkey and other countries. Let me just confine to Indonesia for now, because it is not well understood in this part of the region, because to them Muslim world means the Middle East. I want to suggest that in Indonesia, because we support democratic reforms, people can form any party they want, including Islamic party, wanting to set up an Islamic state,
having Sharia or hudud, whatever. But when it comes to the vote, like you have in the experience of Turkey, the people chose parties that are even Islamic but will not compel others or force others to accept their value system. So I think that is, to my mind, is important, which means democratic reform is just not fair, free elections. It's also institutions of governance. Now, I lead in Malaysia a coalition of the Justice Party, the Democratic Action Party, which is mainly ethnic Chinese, secular party, and the Islamic Party. Now, they say, Anwar, are you for secularism or for Islamic State? You know, you see, this is not relevant in Malaysia. This is relevant in France. I mean, because what is secularism? It means 15 things to 15 different people. Or Islamic State. The most corrupt is also called Islamic State. The most authoritarian is also called Islamic State. I mean, the most moderate, just is also called Islamic State. So I think, therefore, we avoid these slogans and explain what we want. No country, no modern country can accept the fact that you do not respect freedom of conscience and religion, gender equality, rule of law, economic and social justice. Our problem, be it a Muslim country or a Western country, is good governance. You have all this facade of democracy, of order, but very corrupt. In America, you don't accept corruption, but you accept institutionalized corruption in K Street. So I think it is important that we relook at this picture. Why must you deny Muslims from talking about Islamic law? Because finally, if you ask me as a Muslim, as a practicing Muslim, I say that you, in order to understand Islam or the Sharia, you must ask, what is the intention of religion after all? What is the maqasid of the Sharia? The maqasid is nothing but peace and security. It's about gender equality. It's about justice. How do you talk about Islamic State when you allow discrimination against women? I don't accept that. How do you accept Islamic State when you condone corruption and abuse of power? So to my mind, it is better that you translate this into clear constitutional guarantees. You don't compromise. You can call yourself whatever state, the rule must be there. So I see Islam, as I see it, in this context. When some Muslims disagree with me, they think my Islam is too European. You see? But I say, okay, you can argue with me. You can argue with me. But you cannot dispute the fact that we will not use religion to protect the corrupt and injustices and discrimination either based on religion or gender. Now you will say, well, Anwar, that's what you say. But it's not being practiced. Well, there are many Democrats who are the worst of crooks too. America is a bastion for democracy. They can conquer half the world in the name of democracy. You know, George Bernard Shaw did this beautifully about the British. You make jokes about the British in France, you are safe. You see, the British say, you colonized half the world in the name of democracy. You chop your king's head in the name of republicanism. So terms can be used and abused. So to my mind, therefore, to be fair, because democracy means many things to different people, and I have a problem. I continue to have an engagement, not only among the Westerners or Muslim liberals, but also Islamists. You know, when it comes to the cartoons, or the video, or the Danish cartoons, you have Muslims having demonstrations. Fair. Everybody has a right to express themselves. Protest, yes, because some of this Islamophobia, you must also not deny. People have such a prejudice. They are most secular. They don't believe even in Christianity, but they hate Islam. I mean, you can see that in the news. You can see that in Fox News in the States. I used to teach at Georgetown University.
And I watch this television network. But how do you go and accept the fact that you protest the Danish cartoons? At the same time, you burn your own buses and cars. It makes, you see my point. So I oppose that. I say you can oppose, but you can't burn. Because once you do that, you run contrary to the maqasid of the Sharia. You talk about Sharia, you talk about justice, you talk about rule of law. You're going to burn your property. You're going to attack innocent people. You go and shoot or assassinate an embassy staff in Libya. There's nothing to do with Islam. And Muslims must be tough against that. You don't allow women to drive cars or go to universities. I do not accept that. So I think it is important, therefore, to realize that while we defend Islam, we must have the courage of conviction to say what is wrong. I've been attacked very ferociously when I came up with this statement saying, you have a right to demonstrate or propose, or object or protest. You have no right to take the laws into your own hands, burn buildings, beat people up in the name of religion. But I think we are winning. I believe we are winning. We have seen this democratic transition in Indonesia or Turkey. Well, we have, of course, problems exaggerated, as if we were one small problem about pornography debate in Indonesia. It became a major issue. Indonesia is not a democracy because they want to have laws against pornography. I mean, all other things are not important. And then you can work with Suharto, the dictator, for 30 years, even if he starts killing his own people. You can condone the excesses of Hosni Mubarak for 30 years. You cannot accept the fact that Morsi would take a few months to put things in order. So you must also give some space for these people to do it. But what can't you compromise? Where do you draw the line? You cannot use religion to force and compel people. Thank you. Richard, je pense que vous voulez rebondir là-dessus. Votre question. Ah, ok. Question. Bonjour, Sophie Lemierre, chercheur à l'IRASEC. Yes. I'm going to speak in French if you don't mind. Yes. Donc Sophie Lemierre, chercheur à l'IRASEC. J'ai une question pour Datosri Anwar Ibrahim. Vous avez mentionné la transition démocratique en Turquie et en Indonésie, mais j'aimerais que vous puissiez nous expliquer à quel moment en sommes-nous en Malaisie de cette transition démocratique, pour reprendre vos mots. You can't reverse the tide of history. Malaysia has been independent more than half a century. It has been somewhat more successful in terms of a good infrastructure and relatively good economy. In the 1990s, we registered 9-10% growth. We have very good infrastructure. We can attract investments, number one in terms of foreign direct investments, etc. But it is a sham democracy. We don't have fair, free elections. I am a leader of the opposition. I can get airtime in international TV networks, but I wouldn't get 1 minute of airtime in Malaysia. That shows how much of a control the media has. Now, having said that, can this continue? I don't believe so. You know, Burma, under this notorious dictatorial regime, is now slowly transforming. Aung San Suu Kyi, the great lady, has been released, but we are yet to see the results of that transformation. So I believe, inshallah, God willing, we will join the forces of reform, of freedom and justice,
and see Malaysia not only successful in economic sense, in a limited sense. People, that's why I'm quite cynical with some of the Western observers. As long as they can trade, they can make business, the country is relatively peaceful, which is good. They don't care whether, 1 million people suffer or 50,000 in jail for political opposition. It does not matter. This has to change. You can't have democracy in France and support autocracy in Tunisia. You can't talk about democracy in America and then support Mubarak for 30 years. This discourse has to change. And I believe, therefore, Malaysia will very soon change in the right direction. Thank you. Bonjour. D'accord. Bon, je m'adresse à Monsieur Lafrance. Vous avez cité la civilisation arabe antique qui a rayonné au Moyen-Âge à partir de Bagdad avec le calife Mamoun, Beit al-Hikma, etc. Et les racines, c'est-à-dire les facteurs qui ont poussé cette civilisation à rayonner à un moment donné, c'était quoi? C'était le débat. Et les débats intellectuels sur le syllogisme grec, sur la raison au sens platonicien, etc., au sens platonicien. Donc, maintenant, c'est-à-dire la comparaison, je trouve qu'il est difficile. Vous pouvez vous rapprocher du micro pour la traductrice? Pardon? Elle vous entend difficilement, l'interprète. Qu'est-ce que je fais alors? Juste vous rapprocher du micro. Je le mets dans la bouche? Oui, voilà, ici, presque devant. Oui, presque. Devant. Donc, voilà, c'est-à-dire cause à effet. C'est-à-dire, quels sont les caractères actuellement qui définissent ce qu'on appelle, entre guillemets, dont je ne suis pas d'accord du tout, printemps arabe? Parce que c'est vraiment un enterrement d'une dictature laïque. Nous revenons à une dictature plus ou moins clergique. Est-ce qu'il n'y a pas un retour automatique, c'est-à-dire au fur et à mesure, à un état de clergé, à l'instar modèle iranien et turc? La Turquie, c'est un petit peu difficile de comparer parce qu'il y avait avec Atatürk, il y avait une révolution. C'est-à-dire que l'armée même, il protège la laïcité à la Turquie. Maintenant, est-ce que vous ne voyez pas que exactement ce qu'on constate actuellement en Tunisie, en Égypte, ce qui se passe en Syrie, c'est-à-dire, bon, je ne vois pas parce que je vois, lorsqu'il n'y a pas de visibilité, est-ce que, bon, vous allez me dire, bon, voilà. Soyez bref. Bon, non, ma question, c'est-à-dire, c'est difficile de faire la ligne de démarcation entre une petite intervention et la question. La question, ce sera la suivante. Donc, à votre avis, il n'y a pas un retour, c'est-à-dire, il n'y a pas une naissance d'un état de clergé. Est-ce que c'est exclu? Et vous ne voyez pas qu'il y a un silence, il y a une connivence des intellectuels arabes. Maintenant, on ne voit pas, on n'entend pas une seule voix universitaire qui dit « halte, c'est pas comme ça ». C'est-à-dire, bon, il y a un silence de cimetière. Merci. Oui, ben je suis dans un sens assez d'accord avec vous. Et c'est bien la raison pour laquelle j'ai parlé du nécessaire printemps ou réveil islamique musulman. Il est évident que l'espèce de diarchie qui peut être assurée par un chef autocratique et militaire, d'une part, et d'autre part,
les fuqaha, c'est-à-dire les spécialistes du fiqh, les spécialistes. Oui, ce ne sont même pas des théologiens. Les théologiens sont les mutakallimun, les fuqaha, ce sont les jurisconsultes. Alors donc, cette alliance du jurisconsulte et du chef, laquelle alliance s'est transformée en une unification en Iran. Hein. Le chef est devenu jurisconsulte. C'est la théorie de la wilayat al-faqih. Cela est quelque chose qui menace effectivement le monde musulman. Cela résulte d'une longue habitude. Et comme le disait fort justement mon voisin, les aspirations du monde musulman contemporain, et en particulier du monde arabe, sont de trouver des voies qui permettent d'extraire le système de pensée juridique, judiciaire et morale de l'ornière du simple fiqh et de revenir au maqasid de sharia, c'est-à-dire à ce qui était antérieur à l'élaboration du système de loi islamique, ce qui a présidé à son éclosion. Et c'est ça la révolution, parce que la révolution, c'est le retour à une situation fondamentale antérieure. Voilà. Et malheureusement, bien sûr, on ne le voit pas, cela n'apparaît pas. Et les intellectuels musulmans un peu créatifs, progressifs, n'ont pas la parole pour l'instant. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que, avec mon voisin, que cela ne peut pas durer. Voilà. Vous avez déjà le micro, ça fait l'avantage. Abik Chanda from Agence France Presse. I have two questions for Mr. Ibrahim. One about your political future, which is not really related to this, and the other one on Asia. You are on record as saying that if you lose the elections set for June, you will retire, bringing an end to a 30-year career. I wanted to know, after having suffered so much, why are you prepared to throw in the towel, and do you have any plans for the future if you happen to lose? And secondly, for Asia, the bane of many Asian countries are political dynasties, including in my own, which is India. So we have both Islamic and non-Islamic countries suffering from this. Very often they don't deliver, and there's endemic corruption and things like that. Do you think the Arab awakening might finally spell the death knell for political dynasties? Thank you. Thank you. I did announce that I've been imprisoned twice, first 2 years, then 6 years of solitary confinement. I've served in the government and now in the opposition. So I'm trying my level best. I believe and I'm very convinced that we're going to win, inshallah, God willing. But if I fail, I will, of course, continue to help, but then I will go back to teaching. I think it is only fair to allow Malaysians, given them the choice of the second generation leaders. I don't believe it's going to be turning back in terms of that reform. We may defer a bit, delay a little in that process. But I am humble enough. I always quote my favorite poet, T.S. Eliot, the only wisdom one can hope to acquire is humility, and humility is endless. So I humbly then accept the fact that I'm not indispensable. There may be second generation leaders who would come to the fore and then proceed and to complete that reform agenda. Now, on the issue of political dynasty, I'm with you, because if you accept a democratic process, you must accept
a fair opportunity for leaders to be chosen through a democratic process. We have democracies without the necessary ingredients of public awareness, public education, and understanding. And I think this is very important. I'm quite reluctant to quote an American, but my friend Al Gore wrote this wonderful book, The Assault on Reason. And he is known about climate change more than anything else now. But that book is to me a devastating critique of the excesses of so-called democratic system in America, about the media, about the judiciary, about the rich conglomerates, corporations amassing wealth at the expense of the majority. And this, therefore, the public education is very important. I want just a slight reference to the earlier note about the return of the clergy. I don't think it is a fair assessment, frankly, to look at the Arab awakening from the Iranian experience. Now, the Iranian experience came about with this uprising against the corrupt, oppressive Shah, but endorsing the leadership of Ayatollah Ruhollah Khomeini with the concept of Wilayatul Faqih, which is the supreme religious leader. The Arab awakening, without exception, demands freedom. One man, one woman, one vote. And I don't believe it's going to turn back. If there's any attempt by any group, religious parties or otherwise, to hijack this, they will never survive. And I fully agree with what Ambassador has said, that they cannot survive because this revolution or this uprising was on the basis that, on the premise and basis that the change is to allow for freedom, democratic process, and economic social justice. There's so much anger, frustration by the masses that has been completely deprived from this so-called economic advancement. Thank you. Une ou deux dernières questions. Merci. Voilà. Donc, c'est bon? Très bien. Par rapport à ce passage qu'on dit inéluctable du printemps, entre guillemets, du printemps arabe vers le printemps islamique, j'ai suivi avec intérêt l'intervention de M. Pierre Lafrance, qui disait ceci, que les Arabes ou ceux qui sont supposés être arabes ne pouvaient s'exprimer, ne pouvaient avoir d'expression politique en dehors de la religion, en dehors de l'islam, de leur identité religieuse. Juridique, oui. Je rappelle juste que les mouvements d'indépendance n'étaient pas des mouvements religieux, n'avaient pas une expression politique religieuse. Les pays du Sud n'ont pas réclamé leur indépendance au nom de la religion. C'est au nom de la liberté, au nom de la justice et au nom de la dignité, pas au nom de la religion. C'est juste un rappel. Est-ce que, de votre point de vue, les pays arabes ou les populations dites arabes ne peuvent, de votre point de vue, en se basant sur votre lecture, ne peuvent avoir d'identité politique, d'institution politique en dehors de la religion? Ce que j'ai voulu dire est que les institutions politiques peuvent difficilement être séparées de ce qui fonde et constitue le droit et la justice. Et que dans la plupart des pays arabes et musulmans, dans l'esprit de beaucoup de citoyens, bien qu'il y ait un droit positif étatique, le droit musulman reste prégnant et garde une force de conviction et apparaît un petit peu comme une sorte de recours contre les aventures de la modernité.
Voilà, alors cela me paraît exister, cela me paraît persister. Et pour ce qui est de l'indépendance, cela correspond à ma propre enfance et jeunesse. Je dois dire que le président Bourguiba, dans un de ses discours destinés à enflammer les populations, au moment où décidément les conversations avec les autorités françaises en vue de l'indépendance de la Tunisie étaient dans une impasse au point mort, a dit « Il est inadmissible que des incroyants commandent à des musulmans ». Ça, c'était dans son discours. Et cela a eu un certain effet. De même, au moment en Algérie, quand on écoutait les propos, les confidences, les souvenirs des moudjahidines, beaucoup disaient « Nous nous sommes battus contre les koufars et nous nous en avons tués. Certains des nôtres sont morts en shahid, en shuhada. » C'est du langage religieux. Je crois que la perception religieuse reste prégnante dans le monde musulman et je ne crois pas qu'il faille pour autant en accuser le monde musulman. Il est comme ça, il est pétri de religion, mais comme je l'ai dit, la religion elle-même peut évoluer. Elle a donné des signes, capacité de créativité et d'évolution au 1er siècle de l'Hégire, et elle est encore capable d'en donner. Voilà, c'est ce que je pense. Et peut-être, parviendra-t-on au-delà, à un au-delà du fait religieux. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, je ne vois pas une telle issue se dessiner. Nous sommes contraints par différents impératifs, donc nous allons conclure, à moins qu'il y ait une question, une dernière question, sinon on vous a très bien. Yeah, I think the lady is... Je suis journaliste camerounaise. Alors, je voudrais juste savoir comment est-ce que vous pensez que la réforme peut s'opérer en Malaisie. Est-ce que ce sera par les armes? Est-ce que ce sera par la voie des médias? Comment est-ce que vous pensez que la population devrait prendre en main son destin pour changer les choses? Soon after I was released from prison, and his meeting with the civil society and political groups in the opposition, there are two principles we agreed upon. Number one, let us be and remain committed in the reform agenda. That must be through a constitutional process. And that has to be through a free and fair elections. Now, the election is not going to be free, but our choice has been, although we do go to the streets for protests, but intention to affect change through elections. My friends suggest that it has never happened that way. No country actually able to transform itself from a corrupt, oppressive system of dictatorship to a democracy through elections. But I'm still a firm believer that this process would take place. So number two, in order to focus on this program, then we must allow for this space to avoid retributive justice. I mean, to focus on the ills of the past. Because that is the main thing that is worrying the corrupt leaders. If you want to transform power, then you all
send them to jail. In our system is, here you can have a new president and the past president goes away. But in our system, either you go to become prime minister or you go to jail. There's nothing in between. And I think this has to change. Look at Bangladesh, poor country, but the obsession with the two ladies in charge is once a new lady takes over, the other goes to jail. We have to learn from some democratic experience, therefore, in Indonesia, and more so in India. India is seen only as an economic juggernaut, but they forget the fact that it is a democracy, the largest democracy in the world, and Muslims are in large numbers there. The second largest Muslim population in the world is in India. And the Muslims participate in the democratic elections. And in some areas, of course, they do influence. So I think this needs to be highlighted. Our Indian friends need to do a bit more to try and say, look, what a democratic process means. There are some, of course, problems from there, burning or destruction of mosques or quarrels with the Muslims and Hindus, but by and large, it has proven to be an extraordinary and phenomenal success. So in Malaysia, let's monitor very closely the elections, and I think we'll make history by trying to change from an autocratic system through an electoral process. Merci. Bon, ça sera la dernière question. Les dames d'abord, mesdames, c'est après. Devant vous. Bonjour, Céline Boileau, journaliste pour Alterasia. Justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur le cas de la Malaisie, et peut-être un modèle malaisien de printemps islamique, électoral. De printemps arabe, démocratique. Est-ce que vous ne pensez pas que justement aux élections de 2008, silencieusement, la Malaisie n'a pas commencé sa propre révolution et simplement s'est passé sous silence, notamment médiatique. Mais justement, voilà, dans l'idée que vous venez d'avancer sur le modèle malaisien, est-ce que vous ne pensez pas que, parce qu'on parlait de l'impact de l'Égypte sur la Malaisie aujourd'hui, mais est-ce que les graines n'avaient pas déjà germé bien avant? Et est-ce qu'on n'a pas, est-ce que les médias, par exemple, n'ont pas vu ça? You see, the media, I've benefited from the media focus and concern, even all the years I was in prison. But the fact the media, if you say, Anwar, you were badly assaulted to near death when you were arrested and beaten up by the police chief. I was. But they say still better. In Iraq, you just disappear. You see, so you are still better. So we start with a very, very poor threshold. So that's why I alluded to the fact that Indonesia had these elections in 1998, the change. And the result was phenomenal. People chose democracy. Okay? And now, more than a decade later, in 2008, we had our elections and we call it a tsunami. Because in Malaysia is Peninsula Malaya, and then the east, in the east, we're bordering Indonesia, the Sabah and Sarawak. We won a majority, 51% of the votes in Peninsula Malaya. We won 5 states, including Kuala Lumpur, the capital city. We had 11 seats, parliament. We won 10 out of 11. It's quite impressive. Do I have 1 minute of airtime in the television? No. So people are not plainly stupid. All right? Leaders are. So that is why I think I always trust in the wisdom of the masses. And of course through internet penetration. We lost in the Sabah Sarawak because of the hill tribes and the rural heartland. You got to go by helicopter. The votes were taken by helicopters and then counted elsewhere. So in the process, things change. I know you know what I mean. You vote here, and the helicopter will take the votes. And then if you say, we want to monitor, yes, you can. You can take another helicopter and follow through. So we lost.
But this time, I think even in the indigenous tribes of Sabah Sarawak, there's going to be change. So I think the 2008 elections was a tsunami. We say political tsunami in Malaysia, and that gives us this hope that change will happen. Thank you. Thank you, Dr. Anouar Ibrahim. Merci, Pierre Lafrance. À moins que vous vouliez ajouter un dernier mot. De toute façon, nous nous retrouverons tout à l'heure pour ceux qui vont continuer avec vous à 16h30 au Centre national des armées. Nous avons un certain nombre de publications que vous pouvez consulter ici pour ceux que cela intéresse. Nous avons ainsi que sur la question du printemps arabe et les discours européens sur le printemps arabe qui se poursuivent toute l'année scolaire. Merci encore et puis bon, à très vite.